Est-ce que ça fonctionne? Ouais. Bonjour tout le monde. Merci d'être là ce matin. En lendemain d'événement Paris Blockchain Week, on voit quand même que c'est le retour du bull run. On en parlait, il y a de moins en moins de monde dans la salle. En bear market, c'était quand même plus fourni, mais bon. Ça va être une table ronde qui va être très intéressante. On va parler du financement des projets, des startups dans le monde du Web3. Un monde qui est quand même un petit peu particulier, à part par rapport au type de financement qu'on peut trouver dans le Web 2. Donc, on aura l'occasion d'avoir des panélistes de haute qualité aujourd'hui. Je vais justement d'ailleurs vous laisser vous présenter. Alors, on a quand même un petit peu de temps devant nous, donc vous pouvez prendre le temps de vous présenter, de présenter l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ce que vous faites exactement. On va faire dans l'ordre. Gabriel, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bravo à l'équipe Cryptosphère pour l'événement. Moi, je suis Gabriel, donc cofondateur de Atka. On a plusieurs palettes, mais on est tous les trois avec mes deux associés crypto natifs. Donc, on a travaillé pour un exchange de crypto qui s'appelait Gatecoin à l'époque, qui était basé à Hong Kong. On couvrait la partie européenne. Début 2019, on a lancé Atka, d'abord comme une boîte de conseil pour accompagner les projets Web3 ou les corporates qui commençaient à investiguer l'usage de la blockchain ou alors même lancer des produits pour servir ce marché. En 2020, on a commencé à déployer un premier fonds, toujours crypto. Et en 2021, on a commencé à incuber des projets. Mangrove, Morpho pour commencer, on fait beaucoup de projets DeFi, je pense qu'on pourra y revenir après. Donc on a commencé à incuber, à investir dans des projets, on a fait une vingtaine avec le premier fonds. Depuis septembre, on a lancé l'incubateur Atka. Donc ce qui change, c'est que c'est une façon un peu plus structurée de faire l'incubation avec des cohortes, avec un programme qui est détaillé, avec du mentoring, et des mentors d'exception comme Yvan. Adossé à cet incubateur, on lance un fonds, donc VC Web3 Europe, spécialisé sur Précide Seed. Voilà. Bonjour à tous, Yvan de Lastour. Moi, je m'occupe de tout ce qui est blockchain et crypto chez BPI France depuis 2017. L'idée, c'est de faire une bonne interface entre le financement public et le secteur blockchain crypto. Et comme le secteur ne fait que grandir, on a toujours plus de boulot. Au début, c'était juste le fait qu'un chargé d'affaires sache ce qu'est une blockchain, parce qu'il avait tendance, quand on ne sait pas ce que fait une start-up, on a tendance à ne pas la financer. Et donc, on a des problèmes de communication. Et donc, la première chose qu'on a faite, c'est de se rapprocher des réseaux de financement pour expliquer l'intérêt et l'innovation de ce secteur. Maintenant, c'est quelque chose d'autonome. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a Loïc Millot qui est venu, qui est un chargé d'affaires qui est spécialisé fintech et crypto-monnaie. Donc, on a même maintenant des postes dédiés. Donc, ça, c'est une super nouvelle. Et l'idée, c'est de continuer de faire la meilleure interface sur le financement, l'investissement, le financement dans les fonds. C'est pas forcément parfait. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail d'évangélisation. Des gens comme Atka, si ça tenait qu'à moi, ça ferait longtemps qu'on les aurait fundés. Mais voilà, il faut embarquer tout le monde. C'est le jeu. Et donc, on va continuer. Aujourd'hui, on a 126 millions officiellement déployés sur ce secteur, 80 millions en prêts, 16 millions en investissement equity, 50 millions euros en token. J'espère bientôt 150 000 euros en token. On va tripler notre exposition. Wouhou. Et le reste, c'est 31 millions en fonds de fonds. Et bien sûr, on a encore des fonds à déployer. Et donc, l'idée, c'est de continuer à accompagner l'écosystème du mieux qu'on peut et de suivre également toutes ces évolutions. Juste 31 millions en fonds de fonds, dont 0 chez Atka. Soon. Bonjour, Aurélien de XRPL Commons. Merci Lilian et à Cryptosphère de votre invitation. Donc moi je suis directeur de l'Aquarium, qui est une résidence blockchain pour la fondation XRPL Commons. La résidence est quelque chose d'un peu différent des incubateurs ou des accélérateurs classiques. Elle vise à inviter des développeurs ou des entrepreneurs
pour se poser sur un temps un peu plus long qu'un hackathon qui dure généralement 2-3 jours. Donc c'est des résidences qui durent 12 semaines pour une douzaine de développeurs et entrepreneurs et très internationales. Donc sur chaque résidence, on a plus que 50% des personnes qui viennent de tous les pays. Donc là, on a, après déjà 2 résidences, on a reçu des gens de 10 pays. Donc États-Unis, Chine, Mexique, Brésil, Inde, Allemagne, etc. etc. Pendant ces 12 semaines, on reçoit des projets, ou des résidents plutôt, parce qu'on sélectionne des personnes, on ne sélectionne pas des projets. Donc c'est en cela qu'on est un peu différent aussi des incubateurs et des accélérateurs. Et ces résidents, on essaie de les inspirer, de les accompagner, de les coacher, pour qu'ils puissent passer d'une phase d'idéation ou de début de projet à une réflexion globale de leur projet qui deviendra une entreprise, ce qu'on espère. Et donc, on les accompagne sur tous les points de vue. Donc, technique, business, marketing, communication, produits, infra, etc. Et donc, ça, c'est les classiques Web 2, mais aussi la partie Web 3, donc liée à notre blockchain, XRP Ledger. Donc, la partie technique, comment utiliser cette blockchain. Et qui dit Web 3 dit aussi tokenomics et les aspects juridiques, légaux qui sont liés à la partie Web 3 qui sont très différentes de la partie Web 2. Je vais rappeler rapidement ce que c'est que XRPL Commons, puisque tu l'as pas précisé. Donc XRPL Commons, c'est une non-profit, donc une association ou une fondation qui est liée à l'écosystème XRP Ledger, donc qui est une blockchain, une des blockchains principales, qui est connue à travers Ripple, qui est la plus grosse entreprise qui l'utilise. Et on espère qu'on va créer plein d'autres entreprises qui utiliseront cette blockchain. Et donc, on essaye de faire aussi, on essaye d'éduquer aussi les gens du Web 2 ou du Web 3 pour qu'ils apprennent à différencier les entreprises qui l'utilisent, comme Ripple, le token qui est le token actif de la blockchain elle-même, XRP Ledger, et donc nous, une association en France, mais qui a des visées internationales, qui vise à avoir des actions partout pour cette blockchain, donc pour la blockchain XRP Ledger, d'où XRPL Commons, donc le commun pour cette blockchain. Très bien. On a des profils quand même très variés et différentes étapes aussi dans l'accompagnement et dans le financement des projets, donc ça va être intéressant d'en discuter ensemble. Et en 2 mots, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lilian Aliaga et je suis journaliste pour Cryptost, qui est l'un des principaux médias aujourd'hui en France qui traite de l'actualité de l'écosystème des cryptos et qui crée du contenu d'éducation et de formation aussi sur ce sujet. Bon, alors on va démarrer sur le sujet de notre table ronde et je vais commencer par toi, Yvan. Je voulais que tu nous rappelles très rapidement quelles sont les différentes options de financement aujourd'hui pour les entreprises du Web3 bien sûr, celles que vous proposez en particulier, mais de manière très générale, quelles sont les options pour un porteur de projet qui veut se financer? Merci pour cette question. L'idée au début, c'est de protéger au mieux votre capital. Donc, il y a 2 moyens. Il y a des financements BPI France qu'on appelle non dilutifs. Donc, ce sont des subventions ou des prêts. Au début, on a plutôt tendance à donner une subvention. C'est assez rare qu'on donne un prêt tout de suite, puisqu'il faut, entre guillemets, un collatéral. Mais si vous commencez déjà par une levée de fonds, par exemple, si vous arrivez à lever 600 000 euros assez rapidement, on peut regarder pour éventuellement faire, par exemple, un prêt de 150 000 euros. Mais c'est vraiment du cas par cas. Le parcours standard, c'est en province une bourse French Tech ou sur la région Île-de-France, ça s'appelle InnovUp. Pourquoi c'est régionalisé? Parce que tout simplement, les régions participent à ces subventions. Donc c'est pour ça qu'ils ont un peu leur mot à dire. Et il y a une règle qui est tacite, mais qui ne s'applique pas dans 100% des cas, qui est qu'il faut des fonds propres. Et ça, c'est pas nous qui l'inventons, c'est des règles européennes, parce que sinon on considère que c'est de la subvention déguisée. Donc grosso modo, on vous donne 50 000 euros si vous avez 50 000 euros de fonds propres. Après, on est flexible là-dessus, ça peut être des comptes courants d'associés. Un compte courant d'associé, c'est tout simplement quand vous prêtez de l'argent, entre guillemets, à votre propre entreprise et qui vous remboursera plus tard. Donc, il y a des moyens d'optimiser ça. Et là où c'est très complémentaire aussi, et ce qu'on aime beaucoup, c'est les grants des fondations. Parce que justement, on a le même objectif, c'est de faire grandir la boîte sans vraiment toucher à son capital pour qu'elle puisse passer une étape, un MVP, un testnet, même un mainnet,
Donc ça, c'est vraiment la partie accompagnement au début. Après, il y a forcément une étape levée de fonds, token sell. Les token sell, ça complexifie les choses en termes de gestion de la comptabilité et en termes de reconnaissance des fonds propres. Donc, puisque dans le droit comptable français, en général, les tokens sont considérés comme du chiffre d'affaires constaté d'avance. Et là aussi, il peut y avoir toute une complexité. Si vous signez un SAFT, le token n'est pas encore émis, donc, mais vous allez quand même encaisser de l'argent. Il y a plein de subtilités qui font qu'il faut qu'on traite ça au cas par cas. Mais on a réussi à financer 200 startups en France dans ce secteur, donc on y arrive. Maintenant, ce n'est pas automatique, il y a aussi des échecs, et il faut les reconnaître. Il y a des boîtes qu'on n'a jamais réussi à financer, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et j'encourage de plus en plus, comme le marché repart, à aller voir les fondations. Alors, après les fondations, il y a un deal à trouver, il y a un équilibre à trouver. La fondation, elle veut quand même que vous aligniez sur leurs objectifs de développer une technologie, un écosystème. Et ce que je vous conseille, c'est de trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui commencent sur Arbitrum aujourd'hui, parce que la fondation Arbitrum a beaucoup d'argent. Bon, mais faut pas non plus tordre votre projet si votre solution, typiquement, il faut peut-être mieux proposer à Arbitrum de dire moi je vais faire un bridge entre plusieurs layer 2, dont Arbitrum, et c'est pour ça que je viens vous voir, plutôt que de les mitonner en disant je vais faire un deck sur Arbitrum, ça va bien marcher, et puis au final le faire sur Starknet. Et il y a des gens qu'on connaît, mais là aussi je pense qu'il faut respecter le drive de l'entrepreneur. Être entrepreneur, c'est le métier le plus dur du monde, parce que vous avez plein de trucs à gérer, et puis quand il y a une merde, c'est pour vous, et quand ça réussit, c'est pas vous, c'est les autres. Et donc, en tout cas, au début, pour le bootstrap, je vous conseille vraiment d'utiliser ces deux financements. Il y a aussi les prêts d'honneur de certains réseaux Entreprendre. Il y a Wilco, vous avez vu sur un logo, qui peut vous aider. Le seul problème de ces entités, c'est que ça prend beaucoup de temps. Donc ça, dès que vous montez la boîte, contactez ces entités-là, parce que c'est pas le même timing. Le gros avantage des fondations, c'est que ça peut aller très rapidement. Normalement, si ça se passe bien, en 1 mois, vous avez la réponse pour les grants. Ça, c'est vraiment le bootstrap. Après, sur l'accompagnement, là, je vais peut-être laisser justement Aurélien et Gabriel plus expliquer, parce que nous, on va s'arrêter là. Bien sûr, on est toujours disponible s'il faut faire une mise en relation, mais on n'a pas de programme d'accompagnement dédié. On n'a pas les ressources. Et c'est moins notre objet, parce qu'il y a des gens qui le font mieux que nous, et donc on est ravis qu'ils fassent ça. Justement, j'allais donner la parole à Aurélien, puisqu'on a parlé des méthodes de financement, on va dire pure Web 2. Tu as évoqué, Yvan, quelques méthodes de financement aussi qui sont propres à l'écosystème des cryptos, donc les subventions par les fondations, notamment si on construit un projet directement sur une blockchain. Mais je voulais ton avis, Aurélien, là-dessus. Quelles sont aussi les autres stratégies que peuvent adopter les projets aujourd'hui, puisque l'écosystème des cryptos ouvre de nouvelles opportunités d'investissement et de financement. Tu peux nous en parler un petit peu vis-à-vis notamment de XRPL Commons? Merci, monsieur Lesmarches. Donc, comme tu disais, Yvan, les meilleurs financements, c'est quand on ne lâche pas de pourcentage de son entreprise. Donc, nous, on est forcément à ce niveau-là, puisque l'entreprise n'est souvent pas encore créée. Donc, on est très en amont. Donc, pour les étudiants qui sont là, c'est vraiment le bon moment pour s'intéresser à un sujet et à commencer à démarrer son projet. Nous, c'est tout l'inverse. Au lieu de prendre des parts de l'entreprise qui n'est même pas encore créée et il n'y a pas de demande par anticipation de prendre des parts de la future entreprise qui sera créée, c'est plutôt l'inverse. On supporte comme un contrat de sponsoring. Donc, on va aider financièrement les résidents. Ceux qui viennent de l'étranger, on les héberge dans une hacker house. Donc, c'est des gens qui sont hébergés pour qu'ils puissent se concentrer essentiellement sur leur projet pendant 3 mois. Et l'idée, c'est de leur apprendre aussi dès le début à bootstrapper, à faire avec très peu, comme s'il n'y aura pas de bourse ou de financement facile pour la suite de leur projet. Parce que les vraies entreprises qui réussissent, c'est quand on gagne de l'argent par les clients.
Ça paraît évident dit comme ça, mais donc tout le travail qu'on fait dans l'accompagnement, tu me parlais de l'accompagnement, c'est de faire en sorte que le projet réponde à un problème pour une cible donnée. Et donc on va les accompagner comme des projets très classiques d'entreprises Web 2, Web 3, et d'essayer de comprendre quel est le problème, quelle est la cible qui vise, comment tester différentes solutions, comment l'améliorer, comment avoir des retours utilisateurs, et comment réfléchir au business et à la rentabilité de leur entreprise. Et après, c'est vrai que c'est toujours utile de pouvoir avoir des financements de type dilutif ou non dilutif. Non dilutif à travers les bourses French Tech ou les accompagnements BPI France, où là, il faut avoir, comme tu disais, un peu d'apport pour qu'on ait le 1 pour 1, quoi. Avoir 10 000 euros pour avoir les 10 000 euros. Avoir les autres sources que tu citais aussi, type réseau d'entreprendre, etc., les prêts à taux zéro, toujours, on n'est pas dilué. Et après, la troisième forme où on va lâcher des pourcentages contre un accompagnement. Ah ouais, et si je peux me permettre, j'oubliais, il y a aussi les prêts d'honneur. Renseignez-vous auprès de vos réseaux d'écoles. Il y en a de plus en plus. Donc, bon, ça change un peu, mais Dauphine en a, par exemple. Et c'est un bon moyen, là aussi, de ne pas se diluer, quoi. Et juste pour terminer, donc nous, on ne fait pas de financement, mais on est un peu dans le tunnel de l'écosystème XRPL. On va orienter les projets pour qu'ils puissent être suffisamment prêts pour déjà lancer leurs produits et commencer à faire des bénéfices, mais aussi de rester dans l'écosystème avec les bourses. Donc on a un système de bourses, de grants, et un programme d'accélération, un peu comme ce que tu peux proposer toi aussi, mais des accélérations dans l'écosystème XRPL qui est un peu plus dédié aux acteurs, aux briques technologiques, au monde du paiement et tous les mises en relation qu'on peut faciliter à travers l'écosystème. Et on a la chance que ça soit un écosystème très international. Donc pour une entreprise française qui est lancée en France, c'est super. Ou une entreprise d'une Indienne qui viendrait ou d'un Américain, ça permet aussi de déployer des projets qui vont repartir un peu partout et qui vont être ambassadeurs. Nous, on intervient effectivement un peu plus tard dans le process. Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir une équipe qui est déjà constituée, au moins d'avoir une équipe technique, au moins un CEO et un CTO. Parce que nous, quand on incube un projet, c'est avec une présomption très forte qu'on va investir à la fin. Donc, c'est de rendre un concept, une idée qui est déjà avancée, de le rendre finançable. Et c'est pour ça qu'on fait de l'incubation, on peut appeler ça de l'accélération aussi, mais jusqu'à la completion d'un seed round dans lequel on va nous-mêmes investir. Après, sur nous, on considère que l'incubation, c'est un spectre, c'est-à-dire qu'il y a des projets pour les first-time founders qui vont avoir besoin du full package d'incubation, d'autres projets où il y aura une forte composante token sur lesquels on va pouvoir aider. Et je te donne un exemple complètement différent, des projets qui vont être considérés plutôt comme des biens communs, qui n'ont pas forcément vocation à lever auprès de professionnels de l'investissement, mais plutôt d'aller voir des fondations blockchain ou de ce type d'acteurs pour lever. Mais voilà, s'il y a une chose à retenir sur Adka, c'est que nous, on incube un projet avec une forte présomption qu'on va investir à la fin de la période d'incubation et qu'on va les aider à arriver à un seed round qui va rendre le projet pérenne et qui va laisser le temps de construire. Donc à l'issue de cette période d'incubation, on ouvre notre réseau. Le fait qu'on mette nous-mêmes un ticket, c'est un super signal, parce qu'on n'est pas perçu uniquement comme des leveurs, mais on investit de notre temps et de notre argent dans les projets. Et puis voilà. Alors, je vais faire une parenthèse. Ouais, tu voulais rajouter quelque chose, Yvan ? Peut-être un dernier point, parce que c'est vrai qu'on est dans un écosystème qui met beaucoup en avant les entrepreneurs. Et on a l'impression que si on n'est pas un entrepreneur, on est un peu un loser, quoi. Je m'adresse à ces personnes-là. On n'est pas du tout des losers, au contraire. Mais il faut avoir un esprit de contribution à l'écosystème et de la communauté. Et donc, si on se dit, moi, j'ai pas d'idée de start-up, mais j'aime beaucoup cet environnement, justement, vous pouvez vous impliquer via Cryptosphère, vous pouvez vous impliquer via du contenu, vous pouvez vous impliquer via des contributions à des protocoles open source. Et puis, au bout d'un moment, vous allez vous sentir de plus en plus à votre place, vous allez créer un réseau
Et puis là, vous pourrez vous reposer les questions. Est-ce que je vais monter une entreprise? Est-ce que je vais rejoindre un accélérateur pour les aider? Et donc, il ne faut pas oublier d'être inclusif. C'est normal, on a tous un syndrome de l'imposteur dans la crypto, parce que en plus, il y a des bitcoiners qui nous disent qu'ils sont là depuis 2009. Ça vieillit pas toujours bien, un bitcoiner. Et au contraire, il y a aussi des gens hyper inclusifs. Donc n'hésitez pas, si vous vous dites aujourd'hui j'ai pas d'idée de start-up, c'est pas la peine d'en monter une pour en monter une. L'idée c'est de graviter autour de l'écosystème, et si vous apportez de la valeur, l'écosystème vous intègre d'une manière ou d'une autre. Si je peux donner mon avis sur ce sujet, c'est une des grosses forces, je trouve, de l'écosystème crypto, cet aspect communautaire et le fait qu'on peut très rapidement rentrer en contact avec des porteurs de projets via Discord, via Telegram, très rapidement apporter sa contribution. Et même si au départ ça n'apporte rien financièrement pour vous, ça va évidemment apporter des contacts. Mais l'exemple récent de Starknet, tu l'évoquais, pour quelques personnes qui ont aidé en faisant des petits correctifs sur le code, ils ont reçu quelques mois plus tard, voire années plus tard, un airdrop de tokens qui leur a permis de se financer aussi. Et voilà, c'est une des forces de l'écosystème des cryptos. Il y a beaucoup d'autres manières de se financer, de gagner sa vie en tout cas, que simplement monter une boîte ou rejoindre une boîte. Mais j'avais une autre parenthèse à faire sur les tokens, puisque tu l'as évoqué un petit peu. Je voulais vous poser cette question-là. Est-ce que lorsque vous investissez, la partie token vous intéresse? Est-ce que vous investissez uniquement en equity? Bon, du coup, pour toi, ça ne te concerne pas, mais est-ce que vous investissez uniquement en equity, ou est-ce que détenir du token, ça fait partie aussi de vos intérêts, puisque c'est aussi une nouvelle manière pour les projets de s'ouvrir des portes pour obtenir des financements, en tout cas pour lever des fonds? Chez Adcan, on a un fort biais token. D'ailleurs, le premier fonds qu'on a lancé, c'était un fonds token only, avec des stratégies liquides, long only, mais aussi plutôt VC, donc en gros investissement via des SAFT. On a un peu renversé la logique, parce qu'effectivement, autour de l'écosystème crypto, il y a des très bonnes équipes de founders qui vont lancer des projets où il n'y aura pas forcément un token play. Et en fait, il s'avère qu'on investissait en angel dans ces projets-là. Mais on a un peu renversé la logique, dans la mesure où maintenant on fait que du pré-seed seed, donc VC Web3, mais on investit en equity, en token ou en safe plus token variant, donc ça dépend vachement du type de projet. Mais c'est vrai qu'on a même dans la contribution auprès des projets, on est plutôt orienté vers ce qu'on appelle tokenomics au sens large, même si on peut faire que de equity only aussi selon le type de projet. Et je posais cette question-là aussi parce que c'est un sujet d'actualité dans l'écosystème français. Il y a beaucoup de questionnements sur la manière avec laquelle les projets lèvent des fonds auprès des VC, auprès des investisseurs privés, en diluant énormément leur tokenomics, en gardant une allocation qui est très forte pour les investisseurs privés, beaucoup moins forte pour la communauté. Est-ce que justement vous les accompagnez à bien définir leur tokenomics pour avoir un projet qui est pérenne, puisque c'est quand même un vrai problème aujourd'hui? Effectivement, l'aspect communautaire est hyper important pour les projets qui lèvent en token. Donc ce qu'on appelle la token distribution, c'est-à-dire l'allocation des jetons aux différentes poches, est effectivement clé. Donc c'est un travail qui est fait en amont. Nous, on milite en général pour avoir au moins 50% des jetons qui sont distribués à la communauté plus tard d'une manière ou d'une autre, que ce soit via des mécanismes d'incentive, via des airdrops, via des ventes publiques. Donc la communauté, en fait, quand on lance un projet où il y a un token qui régit les interactions entre les différents stakeholders, c'est absolument clé d'avoir un équilibre qui est durable. Donc, pour prendre une allocation de 100%, en général, il va y avoir 15-20% pour l'équipe, une poche de 15-20% aussi pour des investisseurs, que ce soit des investisseurs privés ou des investisseurs publics, et ensuite d'autres poches pour la réserve et pour la distribution à la communauté. Mais effectivement, c'est un des points qui est hyper sensible et sur lequel il faut bien réfléchir en amont. Et vous avez aussi justement une partie tokenomics chez XRPL Commons? Alors, effectivement, tous les projets réfléchissent aux tokens, fongibles ou non fongibles.
C'est des objets assez intéressants parce que ça coûte rien à produire et quand on les vend, ça permet de financer l'entreprise. Donc effectivement, on les accompagne sur la tokenomics, sur les aspects techniques, juridiques, légaux, ce qu'on a le droit de faire en France, en Europe, au Japon, aux États-Unis, etc. Donc on a des gros ateliers sur la tokenomics, mais on les oblige à réfléchir aussi sur le business model classique, ne pas tout miser sur le token ou la vente de tokens, parce qu'ensuite il y a toute la gestion des tokens qu'on sous-estime par la suite une fois que le token est lancé, de devoir le surveiller, de vérifier le cours, de qui achète, qui vend, et donc c'est une partie importante pour une start-up qu'on sous-estime. On pense uniquement à la vente, mais derrière il y a logiquement, il y aurait tout un département type CFO, très finance et technique et juridique et législatif à mettre en place une fois qu'on a lancé un token ou des NFT. Donc il ne faut pas sous-estimer et tout miser sur une vente de token ou une vente de NFT, même si c'est très pratique et que ça ne coûte rien. Donc on les accompagne sur ça, mais on a une vision plus générale, d'autant plus que comme on ne prend pas de part et qu'on ne prend pas de token, on essaie d'expliquer aux résidents que l'utilisation de la blockchain, c'est aussi de stocker des informations sur la chaîne. Il n'y a pas que l'émission du token, mais c'est l'utilisation des données on-chain, off-chain qui est intéressante. Oui, tout à fait. En fait, les tokenomics, c'est pas du tout quelque chose qui est stabilisé. Je pense que chaque cycle permet d'avancer sur des standards, sur des expérimentations. Par exemple, X-Diagnosis, c'était une token merge, entre guillemets, mais c'est encore très flou sur les standards, on manque de recul. Le token, c'est un fantastique outil, mais il faut aussi comprendre que c'est on-chain, et donc immuable. Donc une fois que vous avez émis un token, c'est pas comme essayer de lever de fonds, d'essayer de faire une levée de fonds auprès de 3 VC et puis dire au final je lève pas, quoi. Ça, à la rigueur, personne ne le sait. Vous pourrez raconter l'equity story derrière, tout le monde aura oublié. Si vous avez un token, il est on-chain, personne n'oublie, surtout pas les token hodlers. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent et toujours bien se poser la question de pourquoi ce token, qu'est-ce que je vais faire avec. Non, j'ajoute effectivement que le token launch, c'est une one-time weapon, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets qui fonctionnent bien, qui sont très pertinents, qui ont beaucoup d'utilisateurs, mais qui ont foiré leur token launch, que ce soit via des airdrops mal agencés, ou d'autres mécanismes qui ont pas fonctionné. Donc c'est pour ça que c'est effectivement, d'abord ce qu'on appelle tokenomics, c'est une pratique où il y a encore beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation à faire. Donc on n'est pas du tout arrivé au bout du chemin, mais c'est aussi quelque chose qui se prépare bien en amont avec des spécialistes. Et il y en a dans l'écosystème des spécialistes justement, mais c'est vrai qu'il faut être très vigilant, je pense, quand on est porteur de projet, de ne pas se faire avoir à beaucoup trop diluer ces tokenomics. C'est un vrai problème et je pense que c'est là-dessus qu'il faut faire vraiment attention, puisque, comme tu le dis, on a des exemples à l'appel de projets qui étaient sur le papier très intéressants et qui ont tout simplement raté leur lancement à cause de tokenomics qui étaient beaucoup trop désavantageuses pour la communauté. Et un projet crypto, un projet Web3 de manière générale, c'est un projet qui est communautaire. Et si la communauté ne suit plus, malheureusement, l'avenir du projet va être beaucoup plus compliqué. Bon, on a fait cette parenthèse sur les tokens. C'est pas le plus intéressant non plus. Moi, je voulais avoir votre avis sur le marché crypto de manière générale. C'est un marché très particulier. C'est un marché qui fonctionne de manière cyclique. On a des longues périodes compliquées, des courtes périodes très intenses, avec des financements qui parfois atteignent des montants faramineux. Comment vous gérez ça? Comment vous anticipez ces périodes de bear market compliquées pour le marché? Alors moi, c'est la réponse facile. Je travaille pour un investisseur long terme lié à l'État. Donc ça permet de se hedger d'une certaine façon, de lisser le risque. Et nous, on essaye d'être omnicycle, comme on dit, c'est-à-dire de financer quel que soit l'état du cycle. Puisqu'en bear market, les financements, les entrepreneurs ont besoin d'argent parce qu'il ne faut pas fermer la boîte.
Et en bull market, c'est aussi là où je pense qu'il faut garder la tête froide sur son runway. Quand vous êtes entrepreneur, la métrique que vous avez en tête, c'est combien de mois j'ai jusqu'à ma prochaine étape de financement. Et par rapport à cette prochaine étape de financement, faut une étape produit supplémentaire. Vous ne pouvez pas revenir en disant c'est le même produit et j'ai besoin d'encore plus d'argent. Il faut un truc en face, une traction commerciale, un développement produit intéressant, des partenariats prometteurs. Il faut quelque chose. Et donc, c'est pour ça que en bull market, il faut vraiment rester focus sur le runway. Le token peut être une bonne forme de financement aussi, mais là aussi, se dire quand le token va dropper, je ne pourrai plus en vendre. Parce que si je vends, si moi j'ai 10% de la supply que je peux commencer à la vendre et qu'on est en bear market, je vais encore plus plomber le prix et décrédibiliser mon projet. Donc il y a vraiment une gestion et une discipline à avoir, particulièrement en bull market. En bear market, c'est de la survie, quoi. C'est compliqué. Et je vais encore plus orienter la question, puisque au-delà d'être cyclique, ce marché il fonctionne beaucoup avec des narratives. En 2020-2021, on avait énormément de projets de blockchain de layer 1. On parlait beaucoup de DeFi. Aujourd'hui, lancer une blockchain de layer 1 en 2024, ça semble être complètement impossible. On va s'orienter plutôt sur des écosystèmes, des layer 2, soit de Bitcoin, soit d'Ethereum, soit de l'interopérabilité. Enfin, les narratives évoluent très très vite. Même si vous investissez sur le long terme, il y a quand même une problématique de cet écosystème va très très vite. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se tromper en fait sur ces investissements? Ça, je vais peut-être laisser Gabriel et Lilian commenter ça, mais l'avantage de BPI France... C'est moi, tu t'es trompé, mais c'est pas grave. Pardon. Aurélien, c'est la fatigue de la Paris Blockchain Week. Grosse semaine pour toi. C'est que justement, nous, on traite 200 narratives sous narratives. Alors, il y en a des nouvelles, mais on pense qu'aucune narrative n'est morte. Le gaming NFT, à un moment, on a tous cru en 2021 que ça allait exploser. Yatsu et Animoca Brands les premiers, bon, ça n'a pas explosé. Mais est-ce que ça veut dire que si demain il y a un jeu Web3 hyper casual où tout le monde joue, où enfin on peut être rémunéré pour le temps de jeu, moi j'y crois toujours et je pense que cette narrative elle va continuer. Et qui aurait cru que la narrative justement Layer 2 Bitcoin serait active alors que tout le monde disait ouais c'est mort. Pareil sur Aptos et Sui, il y avait quand même un bootcamp qui était vachement bien. C'est quand même porteur d'espoir. Et moi, je crois qu'il y aura toujours de la place pour des nouveaux projets. En revanche, c'est sûr que c'est pas le même engagement en termes d'entrepreneuriat si on veut lancer une nouvelle Layer 1 que si on veut surfer sur une Layer 2 à la mode, quoi. Mais je laisse Gabriel et Aurélien compléter. Pour moi, c'est pas la réponse la plus facile. Sur les tendances, nous, on s'intéresse à l'utilisation de la blockchain. Donc, on sent des sujets qui sont intéressants à traiter. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait la première cohorte autour de la régénération. Donc, comment régénérer la Terre, apporter plus de valeur à tous les acteurs et tout l'écosystème. La deuxième cohorte autour de la propriété intellectuelle. Donc, on est vraiment transverse, on n'a pas une approche technique. Donc, la propriété intellectuelle, parce qu'on estime qu'un registre peut être utile pour préserver les droits d'auteur, faciliter les distributions, les royalties, etc. La prochaine cohorte qui va démarrer, ça sera autour de l'identité décentralisée. Et donc, on essaye de pressentir un petit peu des thèmes intéressants sur lesquels on voit qu'il y a des choses à proposer et pour laquelle la blockchain est très utile. Et ensuite, on aura peut-être des thèmes un peu plus classiques, DeFi, gaming, etc. Mais on essaye d'abord de voir où est-ce qu'il y a des gros problèmes sur lesquels la blockchain pourrait vraiment résoudre une partie de la problématique. Et ensuite, comme on est une résidence, on invite les gens à mieux découvrir la problématique. On invite des gens autour du thème. Donc, sur la propriété intellectuelle, ça va être des avocats, des juristes, des docteurs en propriété intellectuelle, des gens qui ont accompagné des projets depuis 2 ans sur ces projets IP et blockchain. Sur l'identité décentralisée, ça sera la même chose. On va inviter des gens qui peuvent inspirer les résidents. Donc, si vous candidatez, vous êtes entrepreneur ou développeur, il y a toute une partie d'apprentissage qui fait partie de la résidence sur lesquels on ne connaît pas forcément tout. On va monter en compétences et puis on va un peu aider, prototyper et lancer son projet. Donc on essaye de cerner les problématiques, ensuite d'inviter les gens
et on les inspire. Et puis ensuite, il y a des projets qui naissent et puis on espère qu'ils sont après accompagnés par mes amis. Et justement, je voulais te poser aussi une question. Toi, tu es au premier plan, tu vois énormément de projets arriver. Quelles sont en ce moment les grosses tendances que vous arrivez à percevoir, les gros types de secteurs qui se distinguent dans l'écosystème Web3? Ouais, juste avant, juste pour rebondir sur le point, narratif, c'est une question compliquée. J'ai presque envie de dire c'est un truc d'investisseur. Enfin, c'est un peu aspirationnel, c'est-à-dire que qu'est-ce qui va être la prochaine tendance, sur quoi je vais me positionner. Je pense que du point de vue founder, c'est plutôt se poser la question quel problème je veux résoudre et est-ce que ce problème-là va subsister dans 2-3 années. Est-ce que ma solution va apporter un plus à l'écosystème. Le risque, c'est aussi de courir après une narrative. Par exemple, on parle beaucoup de risk-taking en ce moment, mais il y a déjà beaucoup de projets qui sont lancés. Donc, point de vue founder, c'est compliqué d'aller chercher la narrative, mais plus de comprendre comment l'écosystème évolue et ce que vous pouvez apporter. Ensuite, en termes effectivement de narrative, de sujet du moment, donc on a un gros biais DeFi. Donc il y a eu le DeFi Summer en 2020, il y a eu une 12e phase de levée en 2021-2022 avec des projets comme Morpho, Mangrove et plein d'autres. Je pense qu'il y a encore beaucoup de briques à construire en DeFi, donc c'est un thème qu'on regarde, même si on a tendance, il y a une forme de lassitude aussi, donc il faut apporter vraiment de l'innovation. On parle aussi de beaucoup de... Voilà, je ne vais rien inventer, hein, de tokenisation, d'actifs. Il y a toute une problématique et une narrative autour de la dépine qui revient assez fort. Et le gaming, c'est un très bon exemple. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, il y a une vague, il y a une espèce d'ivresse dans le dernier bull market, où il y a eu beaucoup de projets gaming qui ont levé et qui n'ont pas réussi à survivre au bear market, mais ça ne veut pas dire du tout que cette narrative ou que ce pan de l'écosystème est mort. Bien au contraire, il y a, que ce soit en infra pour servir l'industrie du gaming, ou même sur le gaming Web3, il y a encore beaucoup de choses à faire, sans parler des briques d'infra comme les Layer 2, Layer 3, Layer 4 qui arrivent. Mais c'est intéressant que tu précises tout à l'heure l'aspect des financements aussi. On le sait, c'est aussi les fonds qui vont driver les tendances et ainsi de suite. Et pour des entrepreneurs, on voit qu'il y a beaucoup de projets qui se lancent dans l'écosystème des cryptos et qui suivent en fait ces tendances-là. Malheureusement, c'est pas forcément un bon choix, mais il y a quand même une vraie problématique de ces VC vont essayer d'aller chercher les tendances, et si vous n'êtes pas dans ces tendances-là, ça va être plus compliqué pour vous d'aller obtenir des financements. Mais alors, à part si tu avais quelque chose à dire, mais je vois que le temps passe, donc je vais juste vous poser une dernière question. Est-ce que tu voulais toucher un dernier mot à ce sujet? Non, c'est bon. Parce que je ne sais pas à peu près à quelle heure on a démarré, mais je vais essayer de rester dans les temps. Je voulais juste vous poser une dernière question, parce que je pense que dans la salle, on a potentiellement des étudiants ou des futurs porteurs de projets, ou des porteurs de projets actuellement. Vous, qu'est-ce que vous regardez en premier? Qu'est-ce qui vous attire en premier quand on vient vous pitcher un projet? Et donc, évidemment, in fine, quels sont les conseils que vous pourriez donner à des futurs porteurs de projets pour bien démarrer, pour bien convaincre? Je commence, comme je suis en amont dans la chaîne. La motivation, donc nous, on organise pas mal de choses. On organise des hackathons, des trainings. Le prochain training, ça sera dans quelques semaines, le 29 et le 30 avril, si certains d'entre vous veulent s'inscrire. Donc la motivation, venir nous rencontrer lors des hackathons, des trainings. Le désir d'apprendre, parce que c'est très compliqué d'avoir toutes les bases pour se lancer sur un projet blockchain tout de suite. Donc il faut être humble et avoir envie d'apprendre et de tester. Donc ça, c'est important. Les développeurs, qui soient intéressés par la technologie, qu'ils aient des bases front ou back-end, et puis qui puissent monter en compétence sur les blockchains. L'entrepreneur, parce que c'est un peu les différents types de profils que nous, on recherche. Donc entrepreneurs, développeurs, ou tout simplement des gens qui ont envie de lancer un projet.
Donc une passion sur le thème que nous on propose, puisque nous c'est une résidence de 12 semaines pour une douzaine de personnes sur un thème particulier. Donc faut être intéressé par le thème, parce qu'en fait on va y travailler pendant plusieurs années. Donc si on n'est pas super intéressé et qu'on vient juste pour passer 3 mois, tout de suite on va le ressentir et ça fera pas des belles entreprises. Donc voilà, venez avec de la motivation, de l'humilité, du désir d'apprendre, d'écouter et d'échanger. C'est vraiment un collectif, donc tous les résidents travaillent un peu sur les projets des autres d'une certaine manière, parce qu'en fait, ils vont les écouter pitcher, ils vont donner leur point de vue, et ils vont avoir envie que les autres projets réussissent parce qu'il y a la blockchain en commun. Donc tout le monde est très intéressé par la réussite des autres. Donc il y a vraiment une intelligence collective sur tous les ateliers, sur toute la résidence. Donc quand on est entrepreneur ou développeur, bah, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui débug le truc avec soi, ou quelqu'un qui dit non mais ta tokenomics, oublie, ça sert à rien, enfin vraiment des retours très sincères et honnêtes, parce qu'ils ont tous envie que les autres projets réussissent. Donc voilà, de l'humilité, de l'écoute, du partage. On peut venir sans être porteur de projet, simplement avec des Ouais, compétences. complètement. Ouais. Donc nous c'est une résidence, donc c'est un peu c'est la cité universitaire des arts, mais version blockchain. Donc cité internationale des arts, ça a reçu Gainsbourg, Dali, etc. Donc nous on veut les créateurs, mais version blockchain. Donc si on est intéressé en tant que développeur, c'est très bien. En tant que créateur, c'est très bien. En tant que UX designer, on a besoin aussi. En tant que quelqu'un qui est super passionné et qui veut accompagner des projets sur le thème parce qu'il a fait un doctorat sur le thème, ben on reçoit, on prend et on est très heureux. Mélange de toutes les compétences. Vas-y. Pour nous, il y a deux aspects. Bon, il y a plein de choses qu'on regarde, mais première chose, c'est la passion pour l'écosystème, parce que c'est un écosystème qui est très difficile. Il y a des moments où tout va bien, il y a des moments où c'est la catastrophe. Donc, il ne faut pas être là pour des mauvaises raisons. Il faut être vraiment intéressé et passionné par l'écosystème. Et il y a un deuxième aspect, c'est la capacité d'écoute. C'est que, en gros, vous pouvez considérer qu'à partir du moment où vous avez une idée, si pertinente soit-elle, il y a quand même une forte chance que votre projet pivote, que vous le fassiez évoluer. Ce ne sera pas forcément la première version que vous aurez couché sur un papier. Donc, c'est ces deux aspects, savoir faire évoluer le projet, être à l'écoute des feedbacks. Je pense qu'en France, notamment, on a la chance d'avoir beaucoup de gens qui sont dans l'écosystème depuis longtemps. Il y a un exemple qui vient en tête, c'est Nicolas Baca, qui est cofondateur de Ledger et qui a investi dans plein de projets et qui donne beaucoup de feedback. Il y en a d'autres qui sont là depuis très longtemps. Donc je pense que c'est une force pour nous d'avoir des founders qui sont là et qui sont actifs. Et même chez Adka, nous, effectivement, on incube un projet quand il y a un niveau d'avancement qui est assez fort, mais ça n'empêche évidemment pas de parler à des étudiants, à des gens qui ont des idées, de les aider à avancer. Nous, on est toujours ravis même d'intervenir chez Cryptosphère ou d'autres associations de ce type. Et Yvan, donne-nous tes précieux conseils. En fait, vous l'avez dit, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un équilibre entre une forme de résilience, il faut porter sa vision, et il faut quand même écouter les autres avant d'aller dans le mur. Et c'est ça qui est très compliqué et très subtil. Parce que si vous faites que écouter les autres et suivre les tendances, vous êtes toujours à la traîne et vous n'incarnez pas votre projet. Et en même temps, si vous dites je vais faire une NFT gateway alors qu'il y en a déjà 250 dans le monde, c'est compliqué. Donc je pense que le moyen de sortir de ça, c'est de trouver des gens de confiance. Parce que tout le monde a un avis dans l'écosystème, mais les gens ne sont pas forcément compétents pour les plus compétents. C'est trouver des gens de confiance, des gens qui vous inspirent, et de leur demander conseil et de faire la synthèse du conseil. Si vous faites un projet et que 90% des personnes vous disent c'est très risqué en ce moment, c'est un bon conseil en fait. Mais vraiment garder en tête cet équilibre, parce qu'il faut aussi un peu garder sa volonté d'avancer. Il y a plein d'entrepreneurs à l'écosystème qu'on a vus hyper tôt et les cycles ont été horribles. On a pris des cafés avec certains, on se demandait si on avait fait le bon choix de carrière, si on n'était pas des losers et tout.
Et c'est des moments clés. Et il faut avoir en tête que c'est aussi ça l'entrepreneuriat. C'est pas que la photo French Tech et le post LinkedIn. On se dit, je me suis réveillé entrepreneur. C'est compliqué, mais c'est aussi, c'est la meilleure chose à faire. Je pense que c'est le meilleur job. Mais gardez en tête cet équilibre parce qu'il est vraiment fin à trouver. J'ajoute un point, c'est que si votre projet rencontre le succès espéré, vous allez devenir on va dire une personnalité publique, dans la mesure où vous allez être vocal. D'autant plus si vous lancez un token, il y a toujours des gens qui seront mécontents. Et je pense qu'il faut être armé pour ça. C'est que à partir du moment où vous lancez votre projet et que vous êtes la face visible du projet et que vous intervenez dans des conférences sur Crypto Twitter, il faut être aussi armé par rapport à ça. Et on a vu aussi des founders se prendre ça en pleine face. Moi, je n'ai jamais connu ça. Je me doute que ça doit être vraiment difficile. Donc, je pense qu'il faudra limite avoir un nouveau pan autour de la psychologie et de l'absorption de feedback qui peut être parfois violent. Mais en tout cas, c'est un élément qui est important. C'est que j'avais pas pensé, mais c'est un très très bon conseil. On le voit aujourd'hui dans l'écosystème francophone et même de manière générale, je pense, à l'étranger, même si on le constate moins, il y a cette problématique de les cycles des cryptos entraînent forcément des périodes creuses où les investisseurs se plaignent de la qualité du projet. Quand tout va bien, voilà, on pense que c'est le projet du siècle. Quand il y a quelque chose qui va mal, on pense que c'est un scam. Voilà, et ça, c'est vrai qu'il faut y être préparé. Malheureusement, on peut être le meilleur entrepreneur du monde avec les meilleures volontés du monde. Si pour X ou Y raison, votre token vient à faire une mauvaise performance, vous allez être traité de scammer. Et la meilleure idée, je pense que c'est de déconnecter tout simplement de Twitter, même si c'est une source d'information qui est exceptionnelle. Je pense que pour un entrepreneur, c'est pas une bonne idée d'être sur Twitter. Mais voilà, ça c'était mon conseil à moi. Et je pense qu'on est arrivé au bout du temps. Donc d'abord, merci à vous de nous avoir donné tous ces précieux conseils. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci. Je pense qu'on avait réservé 15 minutes pour les questions. Je ne sais pas si on les fait, on est un peu en retard. On les fait ? Bon. Question ? Merci beaucoup, merci à tous. Je suis Samuel Garcia, je travaille sur un projet gaming Web3, donc je suis un peu rassuré d'entendre vos retours. Yvan, la question s'adresse à vous. Vous avez évoqué au début les quelques projets qui n'ont pas été accompagnés pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus d'informations sur pas forcément sur les projets, mais sur les éléments qui font flancher la décision ? Ça va être une opinion très personnelle. Disons que déjà, peut y avoir tout simplement un problème de communication. Donc, il faut bien préparer le rendez-vous avec le chargé d'affaires. Déjà, il y a la notion d'accès au chargé d'affaires, et ça, c'est mon job. Normalement, il y a un portail qui s'appelle mon.bpifrance.fr, et on doit avoir un chargé d'affaires attribué. Et nous, on a pas mal de soucis déjà, parce que les gens ils n'ont pas de réponse, du coup, ils n'osent pas. Du coup, ça crée une forme de tension, parce qu'on n'a pas de réponse pendant 6 mois. Et donc, quand on voit le chargé d'affaires, on peut être un peu tendu. Donc ça, normalement, un chargé d'affaires, il est censé répondre en 1 mois et demi max. Donc déjà, il faut avoir un interlocuteur. Après, il faut bien préparer le truc et il faut être transparent. Je vais donner un exemple réel. Je ne donnerai pas de nom, mais il y a une personne qui nous a demandé un financement qui a eu une amende par le régulateur. Et il ne nous l'a pas dit. Donc ça, c'est compliqué. Après, il y a tout simplement des cas où on n'a pas le go administratif de la région. Et il y a plein de cas où finalement, tu es dans une administration, tu as 1000 raisons administratives de dire non. Et le chargé d'affaires, il faut qu'il débunk ça. Il faut qu'il trouve un moyen de passer entre les filtres pour financer. Et puis, il y a aussi des réalités opérationnelles. Les chargés d'affaires sont sursollicités. Il y a beaucoup de startups qui leur demandent du financement. Donc, de temps en temps, ils peuvent pas traiter le dossier. Et l'idée, c'est pour ça qu'on crée un peu des interfaces là-dessus, c'est que tout dossier soit correctement traité. Après, on ne peut pas garantir un financement à 100%.
Et il faut arriver avec un mindset de construction. C'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent qui disent « Ouais, j'ai le droit à ça ». Ça, c'est pas exactement le mindset et ça peut un peu tendre le chargé d'affaires. Mais c'est déjà arrivé. Hein. Juste pour ajouter, il faut être aussi un peu combatif. J'ai un exemple pour Playmakers, pour ne pas les nommer. Ils avaient fait une demande de graines, ils n'avaient pas forcément eu ce qu'ils voulaient, mais ils ont, sans agressivité, en passant par Yvan notamment, qui est un super relais, d'essayer d'aller trouver un autre moyen, ou alors de vendre son case de manière un peu plus habile. Donc, et c'est bien avec ce qui est bien avec la BPI, c'est que c'est jamais un nom ferme, c'est souvent un nom qui est motivé. Il faut savoir qu'ils sont aussi sursollicités et que c'est un super accompagnateur pour les projets français. Donc, il y a être constructif et être aussi combatif. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, moi, j'avais une question relais pour toi, Yvan, puisque tu parlais des freins aussi sur l'aspect régulation. Je ne sais pas si ça intéresse. L'aspect régulation, je n'ai pas eu le temps d'en parler dans cette table ronde, mais c'est vrai que c'est un gros frein aujourd'hui pour les projets quand même. Alors, très bonne question. Maintenant qu'il y a une régulation, il y a des projets qui vont être plus compliqués à financer, et puis il va y avoir des questions day one. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vouloir travailler sur la crypto, la première question, ça va être « est-ce que tu dois être régulé ?» Et donc ça, moi, je vous conseille d'arriver avec des éléments juridiques. Alors, une legal opinion, ça peut être cher, mais peut-être une synthèse déjà. ChatGPT fait pas mal le taf aussi. Je sais pas s'il est à jour sur la régulation française. Il y en a tellement. Je sais pas. Il faudrait tester de lui injecter Mika et les recommandations de l'ESMA. Il y a un bot à faire. Mais plus sérieusement, ça va arriver de plus en plus. Et donc l'idée, c'est de dès le début montrer qu'on a bien cadré où est-ce qu'on est au niveau de la régulation, quelles vont être les étapes au niveau de la roadmap, et qu'on est bien au courant. Parce que si on essaye d'éviter ça, aujourd'hui, on ne peut plus l'éviter. Si vous voulez monter un prestataire de service de paiement, vous ne pouvez pas dire « Ah bon non, la régulation, on verra après, on va commencer un petit POC, et puis si on a un peu de traction sur du paiement. » Et donc ça va être de plus en plus prégnant, et malheureusement, on ne pourra pas l'éviter. Mais les VC auront la même question. Je vais juste préciser, là c'est un exemple très facile, mais il y a d'autres points où c'est important de savoir aussi où on veut aller dans sa roadmap. Si par exemple on veut intégrer des micro-paiements, mais dans longtemps, ça fait partie aussi de la question de est-ce que vous êtes régulé pour être custodié ou pas. Enfin, il y a plein de questions à se poser. C'est vraiment aussi voir très loin dans son projet, parce qu'on peut se retrouver à pas pouvoir dérouler correctement sa roadmap parce que Day One on l'avait pas prévu, et qu'en France, il y a certains moments où c'est compliqué par rapport à d'autres pays. Alors, juste là-dessus, la beauté de la crypto, c'est que c'est global. Moi, je vais donner l'exemple de Coulipa. C'est un projet porté par un Français, un ancien de Spendesk. Lui, il va plutôt sur le marché sud-américain, pour des raisons justement de test, de rapidité de marché. Et dans sa roadmap, il a décalé l'aspect français. Il y a des stratégies qui sont complètement opposées, où les gens disent nous, on va tout faire pour avoir une licence d'abord. Ce qui était le cas de Memobank, par exemple, en FinTech, qui voulait avoir une full licence d'établissement de crédit. Mais par exemple, ça a été un choix coûteux, parce que Conto a commencé avec une sous-licence et allait plus vite. Et donc, il faut bien réfléchir dans les dynamiques des marchés. L'avantage que vous avez en crypto, c'est que pour le coup, c'est un marché qui, par essence, est global. Oui, il y a des Français qui ont établi des fondations au BVI pour faire des levées en token. Mais c'est pas un crime. Il y a une vision française que quand on est offshore, on est Pablo Escobar. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, oui, il y a des risques à être offshore. Oui, en tant qu'entrepreneur, vous pourrez avoir des choses à justifier aux autorités fiscales françaises. Mais si c'est le meilleur moyen pour soutenir votre projet, il ne faut pas non plus avoir peur. C'est-à-dire que nous, on fait la promotion de l'entrepreneuriat français et des sièges sociaux français, mais on ne va pas non plus mentir aux entrepreneurs. On ne veut pas qu'ils prennent des risques inconsidérés pour après se retrouver coincés, quoi. Mon seul caveat, c'est qu'effectivement, il y a Mika qui va rentrer en vigueur, mais Mika est quand même inspiré plus ou moins largement de la loi Pacte. Donc en fait, c'est pas un sujet nouveau. En fait, les entrepreneurs qui construisent en France, c'est des sujets auxquels ils sont confrontés depuis des années. Et puis il y a des cabinets d'avocats spécialisés Web3 qui sont montés, qui peuvent vous accompagner sur ces sujets.
Il n'y a pas eu avant et après Mika. Donc il y a eu quand même une phase où les projets ont pu aussi comprendre quelles étaient les demandes du régulateur. Donc Mika, il faut voir ça comme aussi une opportunité d'unifier le marché européen. Évidemment, il y a beaucoup de contraintes, mais ça crée aussi une opportunité intéressante. Est-ce qu'entre-temps, on a eu d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir rattraper le temps qu'on a pris. On va raccrocher pour vous. Merci. Merci à vous.